Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines ici, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Night of Champions, le show saoudien de la WWE, le show 4 étoiles, le show qui nous en met plein les yeux. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, c'est Letty qui est là. Letty, bonjour, comment ça va? Salut Ringside, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Et toi, par cette semaine de PLE? Je suis en ébullition, j'ai survécu à Night of Champions, donc au final tout va bien. On est content. On est Bon, parti à l'autre bout du monde dans le désert et puis on revient là et c'est la canicule aussi. Comment on eh va oui. faire? Comment on va s'en sortir? Je ne sais pas. Eh bien non, on ne sait pas. Mais c'est pas grave parce que the last time is now. C'est le slogan de ce Night of Champions. Où le main event était John Cena qui affrontait CM Punk, hein, si mes Oui, souvenirs sont bons, si je ne dis pas de c'est bien bêtises. ça. Voilà, et on aura le droit au final du tournoi de King of the Ring et Queen of the Ring, pardon. Sachant que on vous a hypé tout ça dans un pré-show, hein, que vous pouvez retrouver dans nos archives. Tout ça, c'est gratuit. Il suffit de vous abonner et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous êtes averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Catch Up, je vous rappelle, le seul podcast entièrement indépendant, entièrement gratos. Voilà, toutes les semaines. On est là, fidèles au rendez-vous. On va parler de SmackDown peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet de Night of Champions, parce qu'il s'est passé quand même 2-3 trucs dans ce SmackDown qui était aussi à Riyad, donc sous le signe saoudien. Et ben, il s'en est passé de belles parce qu'on s'est quand même tapé une coupure d'électricité dès le début du show. Ça a Eh oui. frisé. Ça a frisé dans une promo. De toute façon, on en avait rien à foutre de la promo entre Cody et Randy Orton, en vérité. Ouais, c'était pas Enfin, forcément le plus intéressant, mais bon. je pense pas que vous avez des choses à dire de vraiment intéressantes. En tout cas, ça a frisé. On est resté bien une bonne demi-heure sans images, sans son. Coupure d'électricité, d'après ce que j'ai compris. À Riyad, conditions extrêmes. Je ne sais pas, terrorisme, allez savoir. Mais en tout cas, voilà comment démarrer un petit peu notre voyage chez les Saoudiens. Maintenant, il s'est passé quand même des trucs importants, hein. On a notamment le changement de titre féminin, puisque Zelina Vega s'est inclinée face à la challenger Julia. Julia qui marque tout de suite un point fort, parce que ça fait pas quand même très longtemps qu'elle est rentrée dans le main roster, même qu'elle est arrivée à la WWE. Et la voilà déjà championne US. C'est la fin du règne de Zelina Vega. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Letty? Écoute, il était pas si mal que ça. Bon, il y avait pas, forcément, enfin, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes, mais finalement, j'ai plutôt apprécié. Et bah, le fait que Julia, gagne déjà une ceinture, je pense que ça en dit beaucoup sur les espoirs que la WWE mettent, sur elle. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien et puis c'est toujours bien quand les ceintures tournent un petit peu, qu'on se retrouve pas toujours avec des règnes de 6 mois à chaque fois. Donc voilà, je pense que ça peut remettre un petit coup de jeune, aussi dans le roster et puis, voilà, moi j'attends de voir avec impatience, ce que ça peut donner parce que j'aime bien ce qu'elle fait depuis qu'elle est arrivée. Ouais, ouais, elle est plutôt convaincante, hein, Julia, hein. Elle vient avec une grosse répute du Japon. Donc bah là, on a mis les petits plats dans les grands. On lui offre le grand soir tout de suite, un championnat. Ouais, non, bah, je suis plutôt de ton avis, hein. Je trouvais que le match était plutôt cool. Alors, bon, le public était pas super intéressé par ce qui se passait, mais je sais pas pourquoi il s'évertue à faire des championnats féminins quand on est chez les Saoudiens, parce que ça Bah, tombe toujours à c'est plat. Moi, je sais pas si tu te mmh, souviens du retour de Kairi Sane qui était arrivé dans oh ça l'indifférence calme, générale. c'est ça. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu avec le même genre d'ambiance, hein, quand elle a eu la ceinture, Julia. Mais bon, elle s'est pas démontée. Elle avait l'attitude, elle a un charisme assez dingue. Dans le ring, c'est très 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 solide. Et Zelina Vega, elle a fait le job, hein, quand même. Je trouve elle a pris un petit peu dans le ring. Donc voilà, ça donnait une affiche très sympa. Et effectivement, comme tu dis, ça met un peu de sang neuf dans la division. On est content.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? R-Truth qui rentre en feud avec Aleister Black, puisque R-Truth, donc Ron Killings maintenant, hein. Faut mettre du respect sur son nom, hein, je te prie. Euh, il cherchait John Cena, il a trouvé Aleister Black à la place. Il aurait dû respecter un petit peu Aleister Black, hein. Il lui a marché un petit peu sur les pieds, voilà, il est dans les vestiaires face aux officiels, il lui est passé devant alors que Aleister Black avait visiblement des questions. Voilà, une fois de trop, il s'est pris un Black Mass dans le ring. Vite fait, bien fait. Aleister Black, R-Truth, ça te chauffe comme affiche? Bon, écoute, pourquoi pas? Je pense que ça peut être une bonne idée pour, autant pour, R-Truth pour s'affirmer un peu dans un nouveau personnage que pour, Aleister Black pour son retour, donc non, c'est plutôt sympa. Puis déjà, je crois que ça datait déjà de la semaine dernière où il lui avait coûté un match. Je crois qu'il avait pas pu, Ouais, il avait coupé l'herbe sous le pied, d'Aleister qui avait pas pu avoir son match à cause justement de R-Truth qui avait débarqué, parce qu'il cherchait Cena toujours. ouais, il cherche Cena. Donc Qui se voilà, permet d'interrompre les matchs des gens. une petite feud qui Euh, donnera pas forcément, quelque chose sur la longueur, mais je trouve que c'est sympa. ouais, on s'inquiétait de savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour R-Truth. Et ben voilà, on a Aleister Black, c'est pas mal. Ouais, il devait affronter une moitié des Pretty Deadly. Aleister Oui, Black c'est la ça. semaine dernière. Il y en a un des deux qui est blessé, des Pretty Deadly. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas dans la division tag. La division tag qui s'est offert une nouvelle équipe ce vendredi, puisque désormais Andrade, alors on ne sait pas si c'est just one time, mais peut-être que ce sera pérenne. Andrade fait équipe avec Rey Fenix pour affronter les DIY qui se mêlent un peu trop des affaires de tout le monde dans la division tag team. Donc là, on a eu un match DIY, Andrade et Rey Fenix ensemble. Andrade qui s'est pris un petit jeton dans la joue, là, il n'était pas content, il s'est fait péter un petit peu les pommettes. Il n'était pas très content au sortir du match. Mais bon, le match était très cool. De toute façon, la division tag, c'est très solide. Une association Andrade, Rey Fenix, c'est convaincant pour toi? Là, en tout cas, pour ce soir-là, ça m'a convaincue, donc pourquoi pas sur la longueur. Puis Andrade, faut qu'il se trouve, comment dire? Qu'il arrive à émerger un petit peu, parce que ça fait quand même maintenant quelques mois qu'il tournicote un petit peu autour de tout le monde, ce serait pas Ouais. mal qu'il arrive à faire quelque chose parce que, enfin, dans le ring, franchement, ça vaut le coup de le regarder, donc voilà, plutôt convaincue. Après, voilà, comme dit, est-ce que ce sera un one shot ou pas? À voir, mais voilà, je trouve que cette division, elle est toujours, c'est toujours aussi passionnant que ce soit, les équipes, enfin, que ce soit des championnats ou pas, que ce soit, voilà, la division de SmackDown, elle est quand même, par équipe, elle est quand même assez exceptionnelle en ce moment, je trouve, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça manque une grande histoire pour exploiter le truc, mais effectivement, à chaque fois qu'ils lançaient un match, c'est toujours ça va à 100 à l'heure, c'est spectaculaire, ils donnent à fond. Et c'est pas avec cette nouvelle équipe Andrade et Phoenix que ça risque de ralentir la cadence, parce que c'est vraiment deux très grands talents, techniquement l'un comme l'autre. Et effectivement, je te rejoins à 200%. Il était temps que Andrade se trouve un petit peu une position dans le roster de la WWE. Parce que malgré tout son talent, il n'arrivait pas à surnager, quoi. On commençait vraiment à s'inquiéter pour lui. Voilà, avec Rey Fenix, ça peut peut-être donner un truc sympa. Rey Fenix, c'est un spécialiste aussi des matchs tag, hein. Il a été longtemps avec son frangin Zero Miero, Penta. Voilà, ils étaient ensemble. C'était les Lucha Bros, comme on les appelait, à la All Elite Wrestling, notamment, mais pas que. Donc voilà, on ne doutera pas qu'il peut faire du bon boulot aussi en tag. Donc c'est plutôt sympa. Il y avait un match de championnat tag aussi entre les Street Profits et nos amis les Wyatt Six. Mais ça a tourné très vite en autre boudin. Puisque c'est qui? C'est DIY qui a débarqué? Je sais C'est un plus. peu tout le monde, hein. Il y Tout avait le 3 ou monde, 4 ouais. équipes, je crois, hein. Ouais, Il y c'est ça, avait, tout le monde était là. Motor City Machine Guns aussi qui était là, Mm. il y avait du monde. Ouais, donc ça n'a pas donné grand-chose. Le match, il ne s'est rien passé de spécial. Hormis, comme d'habitude, notre ami des Street Profits là, qui a fait un saut par-dessus le poteau.
Donc voilà, bah, c'était puis d'autres belles petites manœuvres, mais on a du mal à arriver à quelque chose avec les Wyatt Six, hein, quand même. Pas encore cette semaine Oui. que ça va exploser Et pour eux, hein, je pense, hein. ça se complique de semaine en semaine, en fait. C'est vrai que enfin, moi, j'ai toujours un peu le même, enfin, c'est un peu toujours le même, schéma qui voilà, on se dit: «Ça y est, ils reviennent», je suis hyper hypée et bah, ça retombe aussi, très, très vite malheureusement. J'espère qu'ils vont réussir, quand même à faire quelque chose de tout ça, parce que ça fait quand même maintenant un bout de temps, hein, bon par petits morceaux, à chaque fois de quelques semaines, entrecoupés par 2-3 mois, de pas grand-chose. Mais voilà, enfin, j'aimerais beaucoup que ça donne vraiment quelque chose de correct. Je Ah sais parce pas qu'ils ce sont que toi vraiment tu en penses, mais ouais, ils sont vraiment tout en bas de la carte en plus, donc voilà, faire simplement un match de championnat comme ça où au final tout part en cacahuète dans tous les sens, c'est pas ça qui enfin ça a servi à personne quoi dans cette histoire, toute cette histoire. Et puis moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est, donc il y a Eric Rowan et l'oncle Audi, à côté du ring, dans mmh. l'allée, qui surveillent le match. Tu l'intervention du DIY et alors, c'est quand même censé être les monstres de la WWE, quoi, les Wyatt Six. Et ils sont là, ils regardent et t'as Eric Rowan qui est limite en train de dire: «Mais monsieur l'arbitre, il y a regardez, c'est pas possible» et ils mettent, voilà, 5 minutes avant de se décider à rentrer dans le ring. Enfin, c'était pas glorieux pour eux quand même, hein. Non, Surtout pour c'était le pauvre Rowan. particulier. Mmh, mmh mh. Voilà, on repassera encore une fois les Wyatt Six. C'est pas pour cette semaine, hein, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, on a eu, des trucs, on va passer rapidement, sur la Bloodline où on a eu encore une confrontation, entre, Jacob Fatu, Jimmy Uso et puis Solo Sikoa de l'autre côté. Et puis on a eu la promo de Punk. CM Punk, qui a pris la gimmick, l'ancienne gimmick de John Cena, l'ancienne musique de John Cena, Fungonomics, et qui est venu nous faire un petit rap pour mettre en boîte John Cena. Ma foi, plutôt efficace, plutôt rigolo. On est revenu sur quelques grands moments de la carrière de John Cena. On l'a bien remis à sa place. Bah, c'était un peu la conclusion. On a bien compris qu'en fait, chacun jouait le rôle de l'autre dans cette rivalité finalement. Oui, 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 puisqu'on avait eu la pipe bomb la semaine dernière, qui avait été imitée par John Cena et oui, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace aussi. J'ai bien apprécié, ce moment. Après bon, il a, bafouillé 2-3 fois, ça Ah m'a un oui, petit peu voilà, un petit peu il avait dérangée. pas le flow. C'est Il ça, avait pas le c'était un peu flow. compliqué pour lui, mais Mmh. dans l'ensemble, ça a donné quelque chose d'assez sympathique quand même et puis, voilà, ça conclut un peu, cette mini route, on va dire, vers, Night of Champions donc, voilà, plutôt sympa et ça a hypé Ouais, bien, je trouve, le match, du lendemain. exactement, exactement. Et bon, bah, voilà, en gros, ce qu'il y avait, à SmackDown, qui s'était donc expatrié aussi, en Arabie Saoudite. Ouais, il y avait aussi Jet Cargill qui était là, qui s'est fait huer, hein, par le Ouais, public. ouais, ouais. Voilà Puis on avait et il y pas avait Tiffy Tifa qui était ouais, oui, il y avait Tiffy contre Nia Jax, j'avais complètement oublié, dans un Last Woman Standing qui était plutôt cool. Victoire de Tiffany Stratton, hein, au final. Naomi qui a essayé de cacher la mallette, mais bah, ça n'a pas marché. Tiffany a utilisé justement la mallette pour exploser la tête de Nia Jax et faire le nécessaire pour qu'elle ne se relève pas du compte de 10. Ouais, non, c'était plutôt un bon match, hein, entre les deux, hein, maintenant ouais. que je m'en souviens. Mmh. Il y a Oui, eu non, c'était plutôt un bon match. Après bon, ça va être un peu le truc récurrent de la soirée, c'est l'ambiance sur les matchs féminins qui était une fois de plus pas très au rendez-vous. Mais malgré tout, voilà, enfin, je pense qu'il y aurait eu enfin, le match en lui-même était très bien. Je pense que l'impact aurait été encore meilleur s'ils avaient fait ça, la semaine d'avant ou la semaine prochaine. ouais, 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 clairement, Avec ce un public un match-là, peu plus derrière elles, quoi. Mais ouais, le match en lui-même était très, très cool et elles ont vraiment assuré, je trouve. Même ouais. Nia Jax, voilà, pour qui j'ai des fois un peu de problème sur son catch, j'ai trouvé
qu'elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès ces derniers temps et j'ai bien apprécié aussi sa prestation. Voilà. Ouais, et puis il y a eu des gros bumps, hein. Elle s'est pris une powerbomb à travers les tables. Et le finish, c'est quand même, elle se mange la mallette dans la face et puis elle tombe depuis le tablier du ring à travers deux tables, hein. C'était du costaud. Non, franchement, elle a fait le taf. Et, ouais, et comme tu dis, c'est un peu triste qu'on n'ait pas eu l'ambiance que méritait ce match. C'est effectivement ce genre de championnat, là, de match de championnat féminin, il faut pas les gaspiller en Arabie Saoudite, hein. Avec toute la bonne volonté du monde, il faut quand même se rendre compte que le public saoudien est vraiment pas très accueillant envers le catch féminin, on va dire. Mais bon, ils ont quand même donné de la voix pour ouvrir le PLE. Puisqu'on on leur a offert en premier match la finale pour le tournoi King of the Ring, qui a vu s'opposer Cody Rhodes et Randy Orton. Donc ils ont pu chanter à fond la chanson de Cody comme la chanson de Randy. 19 minutes 45 de bagarre où essentiellement Randy Orton a vendu son mal de dos, hein, parce qu'il s'est pris un superplex par Cody Rhodes, hein, depuis grosse souplesse depuis le haut du ring. Alors il ne sait pas qui s'est pris par Cody Rhodes, c'est lui qui a porté sa fameuse son fameux superplex, là, de la prise de son père, là où il monte sur la troisième corde et puis qui fait une souplesse arrière sur son adversaire. Mais par contre, en se faisant, il s'est fait mal au dos. Et il a vendu ça tout le match. D'ailleurs, c'était tellement douloureux pour lui qu'il a repris ses bas instincts. Il a été chercher une chaise, hein, il me semble. Et puis, il a essayé d'enlever la protection du ring. Il l'a enlevé d'ailleurs. Mais c'est lui qui s'est mangé la protection, le coin du ring non protégé, qui a permis à Cody de placer un ultime Crossroads. Et un Crossroads dans lequel Randy Orton ne se relèvera pas. 1, 2, 3, victoire de Cody. C'est donc Cody, votre nouveau roi du ring. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Letty? J'ai trouvé que c'était un match qui était assez cool. Il a duré longtemps, mais j'ai pas vu le temps passer. Quand tu dis 19 minutes, j'avais pas l'impression que ça avait duré si longtemps, donc c'est que c'était du coup plutôt réussi. Voilà, on a vu un peu voilà, Orton qui se débattait quand même un petit peu avec ses voix dans la tête, puisque voilà, comme on disait la dernière fois, babyface contre babyface, il fallait bien essayer de trouver un petit quelque chose pour mettre un peu de suspense. Est-ce qu'il va finir par réussir à tricher? Est-ce qu'il va peut-être réussir à replacer son punt kick qu'il n'avait pas mis depuis un paquet d'années, qu'il a essayé de placer? Ça n'a pas marché, mais il a essayé quand même. Ouais, oui. Voilà, j'ai trouvé que c'était un match plutôt sympa. Bon, après voilà, la victoire de Cody, ça va nous faire une revanche contre Cena à SummerSlam. Bon, pourquoi pas? Voilà, je sais pas ce qui m'aurait le plus plu entre les 2, étant donné qu'ils l'ont déjà tous les 2 affronté là ces derniers mois. J'imagine mal Cena perdre directement à SummerSlam, donc ça voudrait dire que Cody perdrait encore une fois. Je sais pas. Là, pour le match de SummerSlam, je suis un peu plus partagée. En tout cas, ce match-là était très cool. Voilà. OK. OK. Ouais, alors ce qui est, je te rejoins sur le fait qu'ils ont vraiment bien géré le storytelling. Alors je suis désolé, hein, il fait 50 degrés. Je mange mes mots. Ils ont bien joué, ils ont bien géré le storytelling du match, en infligeant cette faiblesse-là à Orton qui du coup, voilà, ça le torture et comme tu l'as expliqué, là, il a essayé de replacer ses moves de traître, là, son punt kick, ces choses comme ça. Mais bon, dans l'absolu, c'était quand même très prévisible. Cody Rhodes qui remporte le King of the Ring. Effectivement, on va sur SummerSlam. C'est quand même dommage d'avoir gaspillé un King of the Ring pour l'intégrer à l'histoire de Cody qui n'avait pas besoin de ça, quoi. Il pouvait aller vers le titre sans avoir à passer par le tournoi. Donc voilà, bon, on va voir qu'est-ce qu'il va faire en tant que roi du ring. Je ne sais pas si ça va être un règne très mémorable.
Moi, je vois plutôt John Cena tomber quand même à SummerSlam, hein. Je pense que l'affaire est Ouais, faite. tu penses? Je pense que le plus gros de l'histoire qu'ils pouvaient raconter, ils l'ont fait avec Punk. Éventuellement, peut y avoir après un match contre Roman Reigns. Mais peut-être qu'il nécessite pas de ceinture, ce match-là. Et puis voilà, on aura fait le tour de la question pour la dernière année de Cena. Voilà, maintenant, c'est vraiment dommage que ça aspire comme ça, le King of the Ring, le match. Bon, Randy Orton, on a bien compris qu'il pouvait plus nous faire des choses non plus exceptionnelles, donc il se base sur son talent de storyteller quoi, dans le ring. Quoi, hein. C'est intelligemment catché, c'est intelligemment écrit. Ça aurait peut-être pu être un peu plus court, mais bon, le public était dedans quand même dans ce début de Oui. show, donc ça a fait le taf pour un opener. Ça a fait le taf. Voilà ce qu'il en est de cette finale du King of the Ring. On enchaîne avec un match qui n'était pour aucun titre, aucun tournoi. C'est Rhea Ripley qui affronte Raquel Rodriguez dans un street fight. Même si Raquel Rodriguez est championne, hein, tag chez les filles, championne en équipe. Il n'y avait pas de ceinture en jeu. C'était simplement pour régler les comptes. Il faut en finir entre l'histoire entre Rhea Ripley et le Judgment Day. Liv Morgan n'est pas là, donc il reste Raquel Rodriguez et ça va se terminer en street fight. Donc 14 minutes de match très très bourrin. Alors on avait envisagé dans le pré-show qu'il y ait Roxanne Perez qui soit présente. On se retrouve peut-être en match handicap, Rhea contre Raquel et la petite nouvelle d'NXT. Pas du tout, hein. Finalement, c'est un peu le match où ils ont tenté de faire briller Raquel Rodriguez, ce qui finalement est plutôt réussi parce que le match était quand même assez spectaculaire. Il y a eu l'utilisation vraiment de beaucoup d'armes et des gros spots à travers les chaises. On a utilisé les tables des commentateurs, on a utilisé les escaliers de fer. Il y a vraiment tout qui a été utilisé avec des gros spots très très impressionnants et un finish un petit peu original. D'ailleurs, tous les moves qu'elles ont tentés un petit peu étaient assez originaux, hein. On n'a pas l'habitude de voir ça. Le final se termine avec la table posée sur les troisième cordes contre le coin du ring là et Rhea et Raquel qui montent dessus pour effectuer euh, la prise de finish de Rhea Ripley, le Riptide, pardon. Riptide. Avalanche Riptide depuis le coin du ring, qui va mettre fin définitivement aux espoirs de Raquel Rodriguez, qui sera vaincue. 1, 2, 3, c'est fini pour elle. Rhea Ripley ressort grande vainqueur de cet affrontement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce street fight, Lydie? Bah, écoute, moi j'ai beaucoup aimé, ce match-là. Comme tu l'as dit, un match vraiment de bourrin. En fait, elles se Ouais, sont, voilà, elles se sont mis des spots dans la tronche, dans tous les coins, comme tu l'as dit, dans l'escalier, que ce soit sur la table des commentateurs. Le spot hyper impressionnant où elle prend l'espèce de truc qui est posé sur la table des commentateurs, qu'elle le pose vers le mec de la cloche là, et qu'elle fait passer Rhea à travers, qui retombe à moitié sur la nuque. Enfin, c'était, ouais, il y a eu quand j'ai même eu des peur. spots assez J'ai eu peur impressionnants. Ouais, pour elle. et moi C'était un aussi. match de bonhomme, hein. C'était un match de vrai bonhomme en vrai. Ah bah, clairement, oui, là, c'était vraiment, voilà, le gros match, pour en plus, on se dit pour entre guillemets «rien», enfin aucun enjeu, majeur. Il y avait pas de ceinture en jeu, il y avait pas même pas un spot, pour un championnat ou quoi que ce soit. Là, voilà, elles ont vraiment réglé leur compte. Voilà, Rhea qui ressort, une fois de plus, grande vainqueur de cet affrontement. Donc voilà, à voir où ça va l'amener. Je pense que pour Evolution ou pour SummerSlam, il y a des chances qu'elle soit assez bien placée sur la carte. Peut-être récupérer aussi un match de championnat, pourquoi pas. Euh, voilà, en tout cas, c'était un gros match. J'ai beaucoup aimé et des matchs comme ça, on aimerait bien en voir souvent.
Ouais. Alors Rhea Ripley, ça peut devenir une marque de fabrique, de faire des street fights comme ça, ou alors Raquel, qui a pour le coup, qui a vraiment brillé. On sent qu'il y avait une envie de la mettre en valeur là sur le match. Ils ont aussi fait un petit package vidéo pour nous expliquer qu'en fait Rhea et Raquel sont entrées à la WWE en même temps et que du coup elles étaient très liées au Performance Center et tout au long de leur carrière. Et donc là on avait l'affrontement entre quelque part deux rivales de longue date finalement. Donc ils ont un peu mieux amorcé les enjeux du match là, grâce à un petit package vidéo vite fait, bien fait là. Ah ben, on voyait plein de photos de quand elles étaient jeunes et tout, enfin quand elles étaient jeunes, de quand elles sont arrivées au Performance Center là. Donc c'était plutôt réussi aussi. Ouais, au final, voilà, moi j'attendais pas du tout ce match. Belle surprise quoi. Très honnêtement, peut-être peut-être même le meilleur match de la soirée, hein, je ne vais pas vous mentir. Puisqu'après, on a Sami Zayn qui affronte Karrion Kross. Karrion Kross, toujours accompagné de Scarlett, qui aura droit à son entrée classique, là, très mise en scène, avec du noir et blanc, Scarlett qui danse, etc., qui harangue la foule. Karrion qui harangue la foule aussi, tel un dieu, une divinité de la mort. Mais ça fait pas le figure comparé à la pop de Sami Zayn, évidemment, qui débarque. Donc là, il y a un match de 13 minutes 35 où Sami Zayn est quand même pas mal malmené par Karrion Kross et ses grosses souplesses. C'est quand même un gros bonhomme, hein, ce Karrion Kross. Donc il y va franco sur Sami. Il essaye de l'humilier aussi. Hein, il essaye de le faire avouer que Karrion avait raison. Hein, mais évidemment, ce faisant, il va donner l'opportunité à Sami Zayn de contrer une projection dans le coin du ring, en Karrion Kross enchaîné, là, les projections dans le coin du ring, les écrasements dans le coin du ring. Et ben Sami Zayn va en profiter pour contrer et placer c'est un Yakuza Kick qu'on appelle ça, Hell of a Kick, pardon, Hell of a Kick, Ouais. Hell of a Kick, dans la face de Karrion qui ne se relèvera pas. 1, 2, 3, victoire de Sami Zayn. On avait dit que c'était le match de la dernière chance pour Karrion Kross. Est-ce qu'il t'a convaincu ce soir? Eh ben, écoute, oui, bizarrement. Oh. Bizarrement, voilà, comme dit, j'attendais pas grand-chose de ce match. Comme dit Karrion Kross, voilà, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement et pourtant, il a réussi à me bluffer. Il a eu quand même une grosse période, où il menait, Mmh. voilà, où il a quand même bien malmené Sami Zayn. Bon, Sami gagne à la fin, mais ça, c'était quasiment, certain. Mmh. Mais voilà, je trouve qu'il a fait quand même une très bonne impression. Le match était vraiment très bon. C'était une bonne surprise puisque je m'attendais pas à ce que ce soit, de ce niveau-là et effectivement, si c'était un peu le match de la dernière chance, je pense il y a moyen qu'il fasse réfléchir un petit peu, les officiels puisque quand on lui laisse, sa chance, puisque c'est vrai que ces derniers temps, faut être honnête, à part se balader dans les vestiaires, il a pas fait grand chose sur le ring. Hem et voilà, maintenant ils lui ont laissé sa chance et effectivement, il prouve il peut être à la hauteur puisque, voilà, c'était quand même un match, qui était, pas très long, mais qui était vraiment bien et il a réussi quand même à convaincre, je trouve, malgré un public qui était, totalement acquis à 100 à Sami Zayn. Donc non, je pense que c'était plutôt une bonne soirée pour lui et il a montré de quoi il était capable donc bravo à lui. Bravo à Karrion Kross. Ouais, non, moi je te rejoins pas sur ce match-là, je suis désolé. Non, moi, ça l'a pas fait. J'ai retrouvé le Karrion Kross habituel. Alors il sait faire des prises, hein, il fait des belles souplesses et tout ça. Mais alors il a essayé de jouer la psychologie aussi, mais je sais pas, il manque de l'intensité dans sa manière de catcher, quelque part. C'est pas son personnage qui manque d'intensité, c'est pas le charisme qui lui manque, c'est pas le physique, c'est son catch qui est pas assez, je trouve, pas assez intense. Et donc voilà, victoire de Sami Zayn, bon, assez attendu. Il n'y a pas vraiment eu de passage qui sort de l'ordinaire dans ce match-là. Ça aurait pu être un match de weekly. J'espérais quand même qu'on ait un petit truc un peu spécial avec Carrion
ce soir un peu plus que de montrer qu'il était capable de faire un bon match et de jouer le heal, surtout devant un public qui est complètement acquis à la cause de Sami Zayn. Pour moi, il m'a pas surpris. C'est resté le Karrion Kross que je connais et je trouve que c'est léger quand même. Ça reste très léger. Donc, je vais pas l'envoyer à la compta tout de suite chercher son chèque, mais voilà, il va falloir encore du boulot pour qu'il arrive à me convaincre, ce bon vieux Carrion. Voilà, à partir de là, moi, je commence à piquer du nez un petit peu dans le pay-per-view, alors que c'était en après-midi, tranquillement. Mais ouais, c'est pas un match qui m'a emballé plus que ça. Alors après, on va revenir à la Bloodline, hein, parce qu'il n'y a pas un PLE sur la Bloodline quand même. La Bloodline 2.0, comme on appelle ça. Donc le match où on va régler ses comptes entre Jacob Fatu, le champion des États-Unis, et Solo Sikoa, qui a déjà été champion des États-Unis, non? Il me semble. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Non? Il, Ok. bah, dans ma tête, il me semblait aussi, mais ils ont parlé du fait qu'il avait jamais eu de ceinture en solo. Alors, Ah, ça ok. m'a mis un Bon, doute. ok. Faudrait que je vérifie ça. Donc, bah écoute, 12 minutes 5 de match. Donc, c'est moins que le reste des matchs, enfin que les 3 matchs précédents. Donc, bah, ça y va franco entre les deux. Hein. Jacob Fatu, il y a de la viande. Solo Sikoa, il y a de la viande aussi. Jacob, il arrive encore à faire des pirouettes et tout. C'est très impressionnant. Ça se donne vraiment violemment. Jacob Fatu arrive à avoir l'avantage. Hein. On sent que Solo commence à plier. Hein. Solo qui est quand même costaud. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui débarque. C'est euh, JC Matteo, Jeff Cobb, c'est ça, Jeff Ouais. Cobb, donc JC Matteo qui débarque en courant. Il a bien du mal à courir, JC Matteo. Mais il arrive quand même au ring, mais il est intercepté par l'arbitre. Oh, tu montes pas dans le ring, machin. Ou alors il est cueilli par Jacob Fatu, je ne sais plus. Mais en tout cas, du coup, il y a une autre personne qui débarque de l'autre côté du ring avec une capuche. C'est le grand retour de Tangaloa qui est revenu de blessure. Il a plus de bandeau sur l'œil. Il a plus mal partout. Il va attaquer Jacob Fatu. Il va lui placer un espèce de finisher dans le coin du ring là. Mais ça suffira pas. Solo Sikoa va faire le tomber. Jacob se réveille. C'est parti, casse la gueule un peu de tout le monde. Mais l'arbitre est encore distrait par Jeff Cobb, ou JC Matteo, comme on l'appelle. Et alors là, il y a un nouveau personnage qui arrive, alors que Jacob est en train de faire le tomber, je crois, sur Solo. Il y a un mec qui arrive, un grand balèze. Qui c'est que c'est? Eh ben, c'est le troisième frère de la famille Aku, le troisième fils d'Aku, le frère de Tangaloa, qu'on appelait Ikuleo au Japon, et ici on va appeler, alors je ne sais plus, Lala Tanga, quelque chose comme ça. Tamatonga, Tangaloa et Tala Tonga, je ne sais plus. Mais en tout cas, le voilà. Il est grand, il est costaud. Il passe Jacob Fatu à travers la table des commentateurs, si je dis pas de bêtises, avec un gros choc slam. Et, Ouais. et il leur balance dans le ring. Jacob se prend le finisher de Solo Sikoa, je crois encore, pour bonne mesure. Et c'est le tombé 1, 2, 3, et c'est la victoire de Solo Sikoa, qui devient le nouveau champion US. Jacob Fatu a perdu. Il a fallu quand même 4 bonhommes pour se débarrasser de Jacob. Mais le job est fait. Un membre de plus dans la Bloodline de Solo Sikoa. Qu'est-ce que tu as pensé de ce règlement de compte et de ce match de championnat US, pendant que je vais essayer de retrouver comment s'appelle Ikuleo de nos jours. Bah, écoute, j'ai trouvé que c'était un match qui était, plutôt sympa, assez classique pour un match, de la Bloodline, que ce soit la Bloodline originelle ou la 2.0, c'est-à-dire qu'on a toujours un mec avec une capuche qui débarque, à un moment ou à un autre. Mais voilà, je trouve que c'était plutôt bien joué.
Alors moi, perso, j'avais absolument pas, envisagé la perte du titre par Par Jacob Fatou, donc Jacob. Mmh. j'étais assez étonnée. Mais en même temps, voilà, je me dis qu'il a perdu, mais tout en restant quand même, il est ressorti quand même assez costaud du match puisque comme tu l'as dit, ils se sont quand même mis à 4 mecs pour finir par réussir à lui prendre la ceinture, donc voilà, je pense que ce n'est que le début, d'une histoire qui est loin d'être terminée, puisque ça m'étonnerait quand même très fort qu'il laisse passer, les choses comme ça. Reste à voir, voilà, est-ce qu'il va rester, seul contre tous? Ou est-ce que Mmh. peut-être, il va finir par se rendre à l'évidence qu'il a peut-être besoin, entre autres, de Jimmy et pourquoi pas de quelqu'un d'autre? Voilà, en tout cas, voilà, le match était très sympa, donc Solo qui devient champion, je pense que ça l'assoit aussi un petit peu dans son rôle de leader qui avait été peut-être un petit peu mis à mal par la trahison de Fatou, donc voilà, c'est assez sympa aussi. Et donc je suis allée vérifier, effectivement, c'est son premier titre, de champion des États-Unis. OK. C'est dans le Et bah, roster principal, en fait, il avait été champion nord-américain à ouais, NXT ça je me souviens, ouais. Et il lui et avait enlevé la ceinture, si je dis pas de conneries, c'est parce que, voilà, voilà, donc parce qu'il était dans le main roster maintenant. mmh, donc là, c'est sa première ceinture en solo, à solo, donc je trouve ça, quand même assez bien pour lui et puis, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, par la suite. Mmh. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est qu'une étape dans la grande histoire, de la Bloodline. On s'enrichit de nouveaux membres. On positionne Jacob Fatou comme le nouveau babyface qui vient de vivre une grosse trahison et une grosse injustice. Ça va sûrement taper sec. Il a 4 bonhommes sur lesquels il va pouvoir taper chaque semaine. Peut-être 5 une fois qu'on aura Tama Tonga qui sera de retour. Et, et je pense qu'on s'en va doucement vers les Wargames hein, avec ça. Ouais. À voir. Est-ce qu'on aura autant de Samoans dans une cage? Je vous le demande. Alors que je viens de vérifier, donc c'est bien Talatonga, il faudra l'appeler. Talatonga. OK, Talatonga. Tamatonga et Talatonga. voilà. Puisque c'est des. Ouais, eux, ils sont vraiment frères, Tamatonga et Talatonga. Euh, je crois que Tangaloa, c'est le vrai fils d'Aku. Les deux autres sont des fils adoptifs. Euh, D'accord. voilà. Talatonga qui arrivait avec un gros physique. Hein. Il a été à la muscu quand même. Il est bien impressionnant. Voilà, bah, on va voir s'il fait illusion dans le ring hein, maintenant. Hein. Va falloir faire des matchs. Bon, il a une carrière au Japon assez chargée déjà. Hein. Il a été champion tag. Il a même participé au grand tournoi du G1 Climax, le plus grand tournoi du Japon. Donc, il a quand même une certaine expérience. Il a été un peu au Performance Center se familiariser un peu avec le style WWE. Donc, bon, ça démarre sous de bons auspices hein, pour Talatonga. Hein. Le problème, ça va être son nom, hein, parce que Talatonga, c'est quand même pas facile. Oui, c'est différencié. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne pour lui. Ça va être, il va se retrouver face à Jacob Fatou. Ça va pas être simple hein, quand même, parce que Jacob Fatou, il est quand même très très populaire. Hein. Et ça s'est pas démenti ce soir. Et Solo tient bien son job de gros méchant de l'autre côté. Et maintenant, comme je disais, la justice est là. Donc, donc l'histoire se poursuit et sous de bons auspices. Ouais, moi, je sentais quand même revenir la victoire à Solo. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même un projet Solo Sikoa au final. Donc là, ils ont la possibilité de construire les deux en même temps en les opposant. Jacob, c'est plus un projet, je pense, qui s'est imposé à la WWE parce que on voit que le mec est populaire et que le mec a ce qu'il faut dans le ring pour aller très très haut. Mais je pense que le but de Solo Sikoa, c'est aussi d'aller très très haut. Donc là, on va essayer d'avoir deux mecs qu'on va essayer de construire en parallèle. Et du coup, il fallait une victoire pour Solo pour le rendre un petit peu, pour lui redonner un petit peu la crédibilité de boss de la Bloodline, hein, comme tu le disais. Hein. Donc voilà, puis c'est toujours cool d'avoir du 109, un nouveau Samoan. Voilà, où est-ce que ça s'arrêtera? Je vous le demande. Il y en a encore quelques-uns hein, dans la famille qu'on peut retrouver, hein, Ils sont qu'on peut aller chercher. inarrêtables. Ils sont inarrêtables. Donc voilà. Bon, donc SmackDown, ce sera l'île des Samoans hein, pendant un bon moment. Donc voilà ce qu'il en était pour le championnat US. Retour chez les filles.
Alors, on sait, hein, en Arabie Saoudite, il faut mettre un costume complet hein, quand on va catcher. On peut pas aller en petite tenue. Donc là, Jade Cargill, qui affronte Asuka pour la finale du tournoi Queen of the Ring, elle était en cosplay de Storm des X-Men. Ça, c'était plutôt sympa, même si elle faisait peur aux enfants un petit peu. Mais voilà, ça arrive. Donc 8 minutes 35 de match, faut pas déconner. Asuka qui sort tout son arsenal contre Jade Cargill, qui attaque le genou, qui torture un peu Jade Cargill tout le long du match. Mais voilà, Jade Cargill, c'est un monstre de puissance. Et après 8 minutes vraiment acharnées, elle va contrer Asuka qui tente une clé de genou. Elle va la ramasser au sol dans sa puissance là et lui placer son finisher. Avant de porter le tombé un peu maladroitement, hein, malheureusement, parce que je crois qu'Asuka était un peu trop souple. Donc, quand elle a accroché la jambe là, pour faire venir le tombé à la manière où elle le fait, Jade Cargill, quand elle est assise comme ça sur son adversaire et qu'elle se penche en arrière pour faire des trucs dégueulasses, elle a un peu trop soulevé Asuka, qui était un peu trop souple. Et on avait l'impression que qu'Asuka n'avait pas les épaules au sol, quoi. Mais l'arbitre a compté 1, 2, 3. Victoire de Jade Cargill. Jade Cargill est la nouvelle reine du ring. Dommage pour Asuka qui venait de faire son retour à la WWE, bon, qui arrive quand même à se hisser jusqu'en finale du tournoi. Mais bon, le projet de Jade Cargill est inarrêtable. Donc Jade Cargill est votre nouvelle reine du ring dans un final qui nous rappelle un petit peu le finish de Randy Orton contre Gunther l'année dernière. On avait aussi un petit botch sur le tombé. Jade Cargill, donc, nouvelle reine du ring. Il y a eu une intervention aussi de Naomi, hein, à un moment donné. Elle est venue avec la mallette, si je dis pas de conneries, ou je dis des conneries. Je sais Non, elle est plus. venue. Elle est venue, hein, quand même. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, bon, alors, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça? Eh ben, pas grand-chose. C'était pas le match Non. de l'année, hein. Non, c'est sûr et puis en plus, voilà, honnêtement, j'ai regardé en direct, il était tard, je suis partie me chercher un truc à manger, j'ai loupé la moitié du match. Donc bon, en même temps 8 minutes, il y avait pas c'était rapide quand même donc voilà. Heu, Ce que j'ai vu, c'était pas enfin, voilà, ça m'a pas forcément, convaincue plus que ça, et donc comme j'avais dit, pendant déjà la preview, voir Jade Cargill, pour un match de championnat à SummerSlam, ça me hype absolument pas du tout. Mmh. Donc voilà, je suis assez partagée sur sa victoire qui, bah, déjà a été un peu, botchée au niveau du final et voilà, je suis encore pas convaincue qu'elle soit déjà prête, pour, un match de ce calibre-là, à SummerSlam, malheureusement. Ouais, Donc ouais. voilà, je suis pas convaincue du tout. Pas prête. Ce sera le surnom de Jade Cargill. Mais elle était pourtant prête pour Asuka, puisqu'elle elle a réussi à la vaincre. Ouais, non, bah, je suis d'accord avec toi. Elle a rien montré dans le match. Pas de. Bon, ouais, elle fait toujours ses moves, ses démonstrations de force, quoi. Mais on n'a pas vu de progression réelle dans sa manière de catcher. C'est vraiment Asuka qui a porté tout le match. Donc ouais, je suis comme toi. Je suis un peu dépité d'arriver à SummerSlam avec une road sur SummerSlam où on va devoir se coltiner Jade Cargill qui a déjà son match de prévu. C'est aussi inquiétant parce que si elle se retrouve face à Tiffany Stratton, c'est encore une rookie aussi. Je suis pas sûr qu'elle arrivera à porter Jade Cargill dans un match, hein. C'est Mmh. délicat aussi ça. Que va-t-il se passer? Bonne question. Ouais, non, c'était pas bon. On avait des inquiétudes pour le match. C'était pas catastrophique, mais on voit bien que c'est Asuka qui a catché avec une bûche quoi, pendant 8 minutes 35. Quoi. Donc en vrai, le vrai tour de force, il est du côté d'Asuka dans ce match-là. Voilà, une nouvelle reine du ring. Quoi. Bon, voilà. Le projet Jade Cargill, hein, on le connaît maintenant. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça risque de pas donner un match super intéressant à SummerSlam. Donc, je sais pas. Va falloir qu'elle fasse des progrès. Elle avait dit qu'elle avait fait des progrès. Elle a menti. C'est une menteuse en plus. Et oui.
Mais bon, elle était copieusement huée par la foule, hein. Ils aiment pas les Oui, femmes, ils aiment pas les noirs, hein, en Arabie oui, Saoudite, hein. ça avait l'air assez clair en tout cas. Voilà, faut pas, ils commencent à avoir une ouverture d'esprit sur le monde et tout ça, mais c'est encore un peu fragile, hein. Bon, bah, on arrive au main event, le championnat indisputé de la WWE, la rencontre tant attendue entre les 2 légendes du ring, John Cena, le champion, et CM Punk, la légende CM Punk. Bon, bah, grosse ambiance quand même. Même si je suis certain que ça aurait été encore beaucoup plus impressionnant si on était resté sur le sol américain. Ça, c'est clair et net. Donc John Cena qui affronte CM Punk, quand même 26 minutes 15 de match. Donc bah, c'est pareil, hein, on a 2 bons storytellers dans le ring, mais quand même un John Cena qui est un peu vieux. Donc on va s'orienter vraiment sur des tentatives de FU, comme ça, alors je sais plus si c'est un nouveau nom ça, de John Cena, hein, qui essaie son finisher sur CM Punk, on l'esquive de toutes les manières. Je crois que CM Punk se relève de pas mal de finish de Cena. Et puis finalement, John Cena va essayer enfin, va prendre la ceinture. Il est parti pour tricher, pour aller mettre un coup de ceinture à CM Punk, peut-être se faire disqualifier, rester champion. Voilà, mais l'arbitre l'en empêche. Il dit non, non, n'utilise pas la ceinture. Et là, John Cena jette la ceinture et le public exulte. John Cena, peut-être du retour vers le monde du bien. C'est ce qu'on croit jusqu'à ce que CM Punk, qui se rend compte que. Alors non, il se passe d'un truc d'abord. Il y a l'arbitre qui est séché par un coup de bélier de John Cena, qui est viré à l'extérieur du ring. CM Punk réussit à placer le go to sleep sur Cena, mais il n'y a pas d'arbitre. CM Punk se relève, il essaye d'appeler un arbitre depuis les coulisses, mais c'est pas un arbitre qui débarque, c'est une musique qui retentit. Burn It Down, c'est notre ami Seth Rollins qui débarque avec tout son boys band là. Big Bronson Reed, Braun Breaker, le Paul Heyman est de sortie aussi. Ils arrivent au ring. Seth Rollins se fait tendre la mallette. Il assomme CM Punk. Enfin, du moins, tout le monde tombe sur CM Punk, hein. Il envoie d'abord ses gros bras, hein. Seth Rollins, il est pas con. Mais CM Punk se pas bien, mais il finit par se faire chokeslammer assez mollement, hein, il faut bien le dire, sur la table des commentateurs saoudiens, je crois. Donc là, Seth Rollins va pour cacher la mallette, en quelque sorte, mais il se fait arrêter par John Cena, sous les vivas de la foule. John Cena voilà, dit non, pas quand c'est moi qui catch, casse-toi. Il met la pâtée à Seth Rollins, il met la pâtée, bah, je crois, au reste du groupe de Rollins. Et là, CM Punk remonte dans le ring, il se rend compte que John Cena a fait le ménage, qu'il s'est débarrassé de la mallette, etc. Donc il considère ça comme une marque de respect. Il va pour serrer la main de John Cena. On se serre la main, on se fait une accolade. Et là, on revoit le visage du méchant John Cena qui réapparaît, une grimace. Et John Cena est parti pour mettre un low blow à CM Punk. Ça ne fonctionne pas. CM Punk réussit à contrer le low blow. On est reparti pour la bagarre. Alors, il y a encore des interruptions. Alors, que j'y passe de conneries, d'un seul coup, il y a Penta qui débarque. C'est Oui. ça. Penta vient pour faire le save, mais il vient mollement aussi. Penta, il préfère danser plutôt que de venir en courant. Alors, il se fait attaquer par Braun Breaker. Il réussit à se défendre un petit peu, mais il se fait vite rétamer par Braun Breaker. Du coup, il y a Sami Zayn qui débarque. Ça se bat à l'extérieur du ring. Il y a un saut qui est fait par Penta sur Braun Breaker et puis Sami aussi qui est pris dans le truc. Ça va se battre dans les vestiaires. Donc là, on a Braun Breaker qui est utilisé, enfin qui est neutralisé. Alors je sais plus ce qui se passe avec Bronson Reed. Est-ce il se prend un coup de mallette ou un truc comme ça, ou il y a encore quelqu'un qui débarque? Alors il y Euh, a personne qui débarque, il me semble pas.
Coup de mallette, je suis pas sûre, mais en tout cas, ils arrivent à le mettre un peu de côté. Donc j'imagine qu'il a dû se prendre un coup, mais l'image me revient pas. Ouais et puis ça se termine alors je sais même plus comment ça se termine. Il se prend un coup de mallette, CM Punk et puis Oui, un attitude adjustment là et c'est puis c'est ouais. fini pour lui, quoi et c'est fini pour lui. C'est Cena qui gagne mais en ayant triché, de toute manière. Il s'en va très heureux. Il y a un petit truc à la fin de l'événement, et enfin il frime et puis CM Punk se retrouve comme un con, au milieu du ring. Ils ont relancé le show un peu après le générique. Je sais pas si tu avais vu ça? Oui. Où on a CM Punk qui essaie de se relever et puis la foule, fait du bruit pour l'aider à se relever. Voilà quoi. Donc un finish à la WrestleMania, hein, j'ai envie de dire. Très, très, surscénarisé avec plein d'interventions, tellement que j'arrive même plus à me souvenir de ce qui s'est passé. Heu, Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, écoute, j'ai trouvé que c'était un bon match. J'ai trouvé que ça avait un petit goût de Bloodline, en fait, sous Roman Reigns avec, voilà, l'éternel, ref bump, le l'overbooking à fond, les ballons. C'était très sympa, hein, c'est pas une critique, c'est juste que, voilà, on avait perdu un petit peu ce truc-là, avec, avec Cody Rhodes et donc là, on retombe sur quelque chose d'un peu plus «classique» entre guillemets. On a eu, voilà des interventions alors de mecs que j'attendais pas forcément, enfin que ce soit Penta ou Sami Zayn. Autant Seth Rollins et sa bande, ça semblait évident avec la mallette qu'il allait forcément se montrer. Voilà, c'était plutôt sympa de voir les deux autres débarquer. Après est-ce que c'était très malin de leur part de se mêler des affaires de Seth Rollins? Je suis pas sûre, mais bon, on verra ce que ça donne pour eux dans les prochaines semaines. Bon, une victoire de John Cena en trichant, c'était plus ou moins évident puisque, voilà, il oblige, il fallait bien que ça se termine comme ça. Hem, on a eu, voilà des spots qui ont été plutôt impressionnants, que ce soit pendant le match, que ce soit pendant les interventions. On a Charles Robinson qui a fait un vol plané, le pauvre, qui Mmh. s'est pris, et Ah, on ben, espère qu'il va c'était bien. Cena, je crois. Mmh. Bah, visiblement, il a mis un post sur X où il disait «I'm alive», donc c'est que visiblement il C'est va bon, bien. tout va bien. Voilà, avec, Ah ouais, il a pris un sacré bump, parce qu'il est pas tout jeune, ouais, il a plus de 60 ans, hein, je crois, c'est donc ouais, ouais, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, je trouve que ça reste mmh quand même une des images de la soirée, heu et donc voilà, les forcément le premier arbitre qui s'est pris juste un petit coup de bélier, qui se réveille au bout d'un quart d'heure, juste pour faire le tomber, donc c'est voilà, classique mais efficace. Voilà, je trouve que c'était, une bonne manière de terminer le show et donc il y avait effectivement, une ambiance qui était, je vais pas dire à l'américaine, mais qui s'en rapprochait en tout cas par rapport à d'autres moments de la soirée. On avait enfin l'ambiance était là donc voilà, c'était mh. très sympa pour clôturer ce Night of Champions. Ouais, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour rendre le truc intéressant, hein. C'est faut dire ce qui est. Quand on est à faire ramener, Penta, pour faire un save, c'est que tu as vraiment besoin de mettre des paillettes et des feux d'artifice autour du truc pour cacher un petit peu la misère parce que bon, on a bien compris que Sina, il pourrait plus nous ressortir les gros matchs qu'il a pu nous sortir à une époque, sachant qu'il a mis du temps à être vraiment, pertinent dans le ring, Sina, hein. Alors, je vais te refaire la fin du match, hein, parce que ça y est, j'ai récupéré des infos parce que comme j'ai tout fait de tête, mais forcément, hein, je suis plus tout jeune. À la fin, donc, on a d'un côté Braun Breaker qui est neutralisé. Cena se fait attaquer par Bronson Reed. Bronson Reed va tenter le tsunami sur Cena, mais là, c'est le moment où CM Punk revient du diable vauvert. Il fait tomber Bronson Reed. Cena en profite pour lui placer l'attitude adjustment. Il y a un face-à-face Cena-Punk. C'est là qu'il se serre la main et que Cena tente le low blow qui est bloqué par Punk. Punk lui place le GTS. Mais c'est là que Rollins revient, en fait. Il frappe Punk avec la mallette. Il fait le stomp sur Punk. Donc il le sèche complètement. Et là, Cena arrive. Il prend Rollins, il le balance à l'extérieur du ring et il fait le tomber sur Punk. C'est là que l'arbitre se relève pour venir faire le tombé. Donc en fait, c'est Rollins qui a séché CM Punk et Cena qui en a profité. Euh,
Voilà, bah, comme tu le disais, ça avait vraiment la saveur de l'ambiance des grands soirs, quoi, hein, on a vraiment eu, toutes les interventions possibles, une surscénarisation. Du coup, dans des cas comme ça, bah, oui, on n'a qu'à se laisser porter par ce qui nous est raconté, hein. De toute façon, ça arrive dans tous les le finish était très bien exécuté au final. On a eu quand même l'arrivée de Rollins qui était très, très impressionnante, hein. Quand il est arrivé au milieu du ring et qu'il a fait signe qu'on lui donne la mallette et tout, on avait vraiment l'impression de voir le mec qui dominait complètement la situation et je me demandais même on n'était pas parti pour avoir un vrai cash-in. Mais on a eu la sensation d'avoir un vrai cash-in. On l'a pas eu puisqu'on a eu, tout un retournement de situation, puis l'intervention de tout ce qu'on avait de babyface, présent dans les coulisses. Alors c'est peut-être ça aussi on peut peut-être partir sur un Wargames aussi avec, l'opposition de ces 2 équipes-là. C'est pas impossible. En tout cas, voilà, John Cena, est toujours champion et je suis d'accord avec toi, c'était plutôt cool, pour un main event. Ils ont fait, heu, ils ont fait le maximum pour qu'on soit, pour qu'on pour qu'on pour qu'on soit surpris par ce qui s'est passé dans le ring. Sachant qu'il fallait pas s'attendre à des trucs phénoménaux. Même si, bon, Punk est encore capable de sortir des gros matchs, on l'avait vu, hein, avec Drew McIntyre. Cena, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, même s'il a toujours, il a toujours le talent pour raconter les trucs dans le ring, quoi. Euh, donc c'est une histoire qui continue. Ça a été un des moments forts de cette rivalité, de cette dernière année de John Cena. Bon, le public était là, mais j'aurais quand même préféré voir. Ça reste quand même très dommage, je pense. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Night of Champions? Bah, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour, un petit peu de ce week-end, en Arabie Chesque. Saoudite. Ouais, c'est un dur voyage, hein. Après, il fallait rentrer et tout. C'est l'heure du mot de la fin, alors. Donc, on va tourner autour du pot. Il faut un top, un flop, et puis il faut donner une note. Voilà. Eh ben, pas de souci. Écoute, mon top, alors je pourrais facilement le mettre au main event, heu, mais j'ai envie de le donner à Rhea et Raquel qui, je trouve, ont fait un match, ouais, que j'ai trouvé incroyable et avec une ambiance, voilà, qui dans la salle était pas au top. Elles se sont pas laissées démonter, elles ont fait leur truc donc voilà, gros top à Rhea et Raquel. Mon flop, bon, bah, sans grande surprise, ça ira à Jade Cargill, que j'ai pas trouvé à la hauteur de du truc. Et ma note, bah, écoute, je vais donner un 3. Voilà, c'était un show que j'ai apprécié, mais voilà, je trouve il manquait un petit truc, enfin, c'était un peu inégal, j'ai trouvé donc voilà 3. C'était un bon moment, mais c'était pas, exceptionnel non plus. Ah, tu me rassures, parce que tu as vraiment bien défendu la qualité des matchs. Je commençais à me poser des questions si j'étais pas un peu trop ronchon quand je l'ai regardé ou un peu trop fatigué. Parce que pour moi, ça n'a jamais vraiment décollé, quoi, ce Night of Champions. Bon, la faute à des affiches qui étaient pas forcément les plus pertinentes, quoi. Je pense qu'on a eu un show qui était à l'image des affiches qu'on a eues, finalement. Donc, moi, je vais te rejoindre en fait sur toute la ligne, hein. Je vais donner le top à Raquel et Rhea qui ont vraiment fait un match impressionnant, que je les attendais pas sur ce coup-là. Donc, je suis vraiment là, je suis surpris. J'aime bien quand je suis surpris et surpris du bon côté des choses, hein. Surpris dans le positif. Donc ouais, je donne le top à elle aussi. Et le flop, je suis bien d'accord avec toi. On va le donner à Jade Cargill qui est pas dans une position où elle devrait être, en fait. C'est beaucoup trop tôt, beaucoup trop haut et on voit qu'elle a pas fait les enfin, elle a pas progressé de la manière dont on attendait, dont on espérait. Donc on risque d'être déçu assez souvent là, vu comme c'est barré. Donc je sais pas, ça va être compliqué pour elle parce que monter très haut très vite et pas livrer la marchandise, ça peut être compliqué après. Et je vais être un peu plus sévère que toi, je vais donner 2,5 au show. Un show moyen.
pour moi. Bon, ils ont mis les petits plats dans les grands. On a eu beaucoup d'interventions dans le main event. On a une belle, un nouveau catcheur qui débarque dans la Bloodline. Donc, ils ont quand même fait le nécessaire pour qu'on soit, tenu en haleine tout le long du PLE. Mais reste que, alors c'est peut-être aussi les attentes qu'ils ont trop élevées. Reste qu'il n'y a jamais un moment donné où j'ai sauté de mon canapé en me disant c'est pas possible, c'est pas possible. Tout était tout était un petit peu prévisible et puis on sent que c'était très scénarisé. Puis il y avait un truc aussi, alors ça je sais pas si tu l'as ressenti, mais j'ai l'impression que du fait du voyage et je pense de la chaleur sur place, on sentait que les mecs et les filles galéraient quand même et qu'il faisait très très chaud quoi. Ouais, Et ouais, qu'ils ils étaient avaient très l'air vite, cramés. ouais, ils avaient l'air Ouais, cramés très très vite. Bon, ça c'est pas leur faute, hein, c'est la situation qui est comme ça, mais là on a senti qu'on leur a demandé peut-être un peu beaucoup. Donc à revoir peut-être faire des matchs plus courts, des matchs, une carte plus chargée quand ils sont en Arabie Saoudite. Parce que faire des trucs de 15 minutes, 20 minutes, je suis pas si sûr que ce soit le bon choix pour qu'on ait la dynamique qu'on veut sur ce genre de PLE, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Night of Champions, le dernier PLE en date de la WWE, qui avait lieu à Riyad. On va se retrouver très bientôt parce qu'il va falloir parler d'Evolution, le PLE qui est dédié à la division féminine. Et puis, on aura un Saturday Night Main Event avec le dernier match de Goldberg. mmh, Donc, c'est quand même des dates importantes. On fait un petit ouais peu l'histoire là sur le mois de juillet à la WWE. et ça Euh, ça le ça fait. arrive très, très vite, en Ça arrive plus. très vite, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on sera au rendez-vous, vous inquiétez pas. Et puis voilà, pour le reste, hein. Le prochain voyage en Arabie, c'est pas pour le Royal Rumble du coup? Tant qu'à faire, autant y aller au Royal Heu, Rumble. alors Je ils ont sais le que c'est Rumble, je sais pas s'ils y mmh, retournent avant, je pense pas, ouais, puisqu'ils bah, vont venir j'espère à pas, hein. Paris. Je crois qu'ils vont aller en Mmh, Australie aussi en cours de route, donc ils vont ouais, encore se balader un petit peu partout, ils vont être fatigués, encore. ouais. Ah bah oui, après ça n'ira plus. Bon, et ben écoute, voilà ce qu'il en est. Les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux du catch. Ciao, bye bye les amis. Salut Ringside, salut à tous!